Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. J'entame aujourd'hui une nouvelle série de podcasts qui sera consacrée, disons-le tout de suite, à commenter d'un œil passablement critique les écrits de ce qu'on pourrait appeler l'école pseudo-réaliste, aujourd'hui très à la mode dans l'intellectualité de ce que moi j'appelle l'Occident historique, donc Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, en se concentrant tout particulièrement sur les écrits du représentant le plus éminent de cette école dans le monde d'expression française, qui est à mon avis Emmanuel Todd, et en commençant par un commentaire presque page par page de son dernier grand succès de librairie intitulé La défaite de l'Occident. Alors certains de ces podcasts seront centrés sur une notion, un problème théorique, et par là ils pourront faire penser à la série des mises au point, les mises au point de Modeste Schwartz, autre playlist par exemple sur cette chaîne YouTube, mais vous en retrouverez aussi d'autres que j'ai chargées sur mon blog Substack, dont vous trouverez l'adresse en description. Et puis, comme au début au moins, on va beaucoup parler d'un certain ouvrage, encore une fois, La défaite de l'Occident, par Emmanuel Todd, certains au moins de ces podcasts pourront avoir un peu un air de notes de lecture. Donc effectivement, ça c'est une autre série, une autre playlist dans laquelle j'ai été tenté à un moment d'insérer ces podcasts, mais simplement je m'attends à ce que leur dimension, leur format excède celui de notes de lecture. Il se trouve en effet que la publication de la défaite de l'Occident a vraiment constitué pour moi la divine surprise. C'est-à-dire que Emmanuel Todd, a priori sans le vouloir, mais bon, le mérite objectif n'en demeure pas moins, m'a fourni, dans mon travail de décortiquage de l'idéologie boomer, comme dernière idéologie à peu près viable de ce que j'appelle l'Occident terminal, eh bien, ce texte de ce bouquin d'Emmanuel Todd m'a fourni un support vraiment irremplaçable. Emmanuel Todd est, à n'en pas douter, le plus intelligent des boomers. Et il résume, il synthétise, il articule, il porte à l'abstrait, il porte au concept, même si moi j'aurais tendance à appeler ça du pseudo-concept. En tout cas, il porte à son plus haut niveau, disons, de concentration conceptuelle et d'abstraction, ce modèle intellectuel qu'on trouve par ailleurs disséminé, qui est en fait le modèle dominant dans l'Occident historique actuel. Simplement, grâce à Todd, les conclusions, le travail qui aurait pu être effectué par l'analyse critique de je ne sais combien de centaines d'éditoriaux, je ne sais pas moi, de Monseigneur Husson par exemple dans le Courrier des Boomers, là ça va beaucoup plus vite, parce que Todd me fournit un concentré de cette idéologie. Bon, c'est un gain de temps inestimable. On va donc appeler ça, si vous le voulez bien, la série de l'anti-Todd, puisque tout poison doit avoir son anti-Todd. Bon, ça c'est aussi une petite pique. D'une part, c'est une tradition euh, de la philosophie occidentale, si vous voulez. Marx avait écrit son anti-Proudhon, son anti-Düring. Bon, et ben voici l'anti-Todd. Et puis bon, c'est une petite pique quand même pour cet auteur qui est censé être démographe, mais qui, à ma connaissance, alors laissez-moi en commentaire si jamais je me trompe, mais n'a rien trouvé de curieux dans les chiffres, par exemple, de la natalité, bon, dans ceux de la mortalité aussi, depuis 2021. Il a rien remarqué, il avait la tête ailleurs, il pensait à la défaite de l'Occident, aux États-nations, peut-être aux ventes aussi de son bouquin. Donc voilà, comme il y a quand même, paraît-il, selon certains complotistes, des processus d'empoisonnement en cours, je pense que le moment est aussi venu de réfléchir aux antipodes. Alors j'imagine que je n'ai pas vraiment besoin de présenter Emmanuel Todd et encore moins son best-seller récent La défaite de l'Occident.
et étant donné qu'il est littéralement partout. Hein, ça, j'ai déjà touché ce sujet dans une vidéo précédente. Hein, c'est vraiment le dissident le plus dangereux pour le système. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que tous les médias subventionnés du système lui tendent des micros en permanence. Hein, donc, c'est vraiment. Comment douter encore, hein, du potentiel subversif, hein, de ce grand intellectuel dissident. Bon. Alors, son livre est un best-seller. Et il faut quand même se poser la question. Hein. Pourquoi est-ce que ça marche si bien? Pourquoi est-ce que ça se vend si bien? Les gens vont même jusqu'à le lire. Hein. Je connais des cas. Est-ce seulement en raison du battage médiatique? Alors bien sûr que ça aide, hein, de monopoliser pratiquement YouTube pendant une semaine quand on a un truc à vendre. Je ne pense pas. Je pense que le style et la structure du livre y contribue aussi puissamment, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de lecteurs, même si bon, c'est souvent quand même le battage médiatique qui les a amenés à se procurer ou au moins à ouvrir le volume, mais une fois qu'ils ont commencé à lire, ils poursuivent leur lecture et ils en tirent, disons, une sorte de satisfaction intellectuelle. Il faut se demander d'où vient cette satisfaction. Moi, je dirais que de ce point de vue, le succès des écrits de Todd en général, et entre autres de cette défaite de l'Occident, vient avant tout d'une exploitation très astucieuse, hein, d'un des traits culturels, hein, dominants de l'Occident terminal, donc des boomers, hein, qui est la technolatrie. Hein. D'où aussi leur acceptation du paradigme technocratique. Hein, donc, il dit toujours Davos, Klaus Schwab, etc. Oui, oui, d'accord, mais enfin, ils auraient vécu sur un autre continent à une autre époque, etc. Noël Yuval Harari, bon, bah, ça n'aurait pas si bien marché que ça. Hein. Il y a un public, pour Laurent Alexandre, il y a un public. Bon, donc la civilisation de l'ingénieur, hein, l'ingénieur qui a remplacé le prêtre, le chaman, tout ça. Bon, ben voilà, ben c'est chez nous, c'est là, c'est le boomeristan. Et donc, ben, on va en gros retrouver les techniques rhétoriques du covidisme. Hein. C'est-à-dire que Todd vous enterre littéralement sous des avalanches de chiffres qui sont censés en dire très long. Hein. Voilà. Regardez ces chiffres. Bon, bah oui, vous vous souvenez du covidisme. Hein, on peut discuter de tout sauf des chiffres. Alors bon, simplement, d'où sortent les chiffres? Hein, donc par exemple, à l'époque du covidisme, on vous expliquait, mais regardez cette courbe du nombre de cas, etc. Oui, mais attendez, comment est-ce qu'on définit un cas? En fait, c'est quoi un cas? Et c'est là qu'on se rend compte que, pour m'exprimer avec une pédanterie hein, dans un jargon kantien, bon, bah, derrière des jugements analytiques, vous allez toujours trouver des jugements synthétiques. Bon, en d'autres termes, avant de pouvoir compter des trucs, il faut les avoir nommés, hein, il faut avoir créé une catégorie. Et bon, bah, exactement comme on crée une catégorie, vous voyez, de cas, vous voyez, par exemple, en déclarant que selon la couleur que prend un bâtonnet qu'on a enfoncé dans le mucus bon, bah, vous voyez, bon, ben, ça marche toujours comme ça, hein, et il n'y a pas de chiffre, disons, plus naturel, plus spontané, aucun chiffre n'est d'origine divine, hein, c'est toujours parce qu'il y a un bonhomme qui a décidé, ah bah regardez, ça c'est une catégorie, alors comme ça, on va pouvoir compter les exemplaires de cette catégorie, hein. D'accord, mais d'abord il a défini la catégorie, en fait il a défini le concept. Et ça, c'est évidemment ce qu'Emmanuel Todd s'abstient méticuleusement de faire. Et j'allais dire, c'est idéologiquement logique, hein, c'est cohérent de sa part, parce que Emmanuel Todd, en tant que méga boomer, hein, bon, les boomers, c'est la consacration de l'Occident historique, hein, de ce que Oswald Spengler appelait la culture occidentale. L'un des piliers de cette culture, c'est justement l'universalisme, c'est-à-dire le refus de tout relativisme culturel. En ce sens, la culture occidentale, elle est naturaliste, au sens où, comme l'origine culturelle et donc la relativité des concepts fondamentaux au sein de cette culture est systématiquement niée, bon, on va toujours avoir tendance à leur attribuer une nature, une origine, alors sinon divine, au début on l'a déclarée divine, hein, jusqu'au moment de la théandrie, hein, jusqu'au moment où l'Occident a renoncé au théisme, c'est-à-dire en gros l'épisode révolutionnaire napoléonien, bon, il y a 2 siècles de cela.
Et puis bon, bah, à partir du moment où la référence à Dieu a quitté le centre de la scène, bon, bah, on a commencé à appeler ça la nature. Si vous voulez. Enfin, on a commencé, on le faisait déjà depuis longtemps, mais il y avait quand même encore une inquisition qui regardait ça d'un mauvais œil. Spinoza, non, c'est du panthéisme, brûlez-moi tout ça, mettez-moi ça à l'index, etc. Bon, il y a 2 siècles, au moment du passage du deuxième Occident au troisième Occident, on a arrêté les conneries, hein, et voilà, on a dit, bon, ben voilà, c'est la nature. Bon, évidemment, cette nature, bon, c'est un travestissement, hein, de l'idée occidentale de Dieu, en réalité. Et Todd, qui est d'une certaine manière le dernier, le principal héritier, le dernier grand représentant, hein, de cette façon de penser, eh bien, passe son temps, hein, à compter, additionner, algébriser des chiffres, hein, donc des nombres de spécimens de catégories dont le concept n'a nulle part été défini. Alors, quand c'est les obus de je ne sais combien de millimètres, etc., vous me direz, ouais, bon, là, il y a des critères assez concrets qui permettent de... D'accord, d'accord. Alors, justement, le problème, il est là. C'est qu'en fait, plus on monte, hein, sur l'échelle de l'abstraction, hein, c'est-à-dire plus on se rapproche en réalité des catégories centrales, fondamentales de son raisonnement, moins Todd éprouve le besoin. Or, c'est évidemment là que ce besoin serait le plus aigu, de définir ces concepts. Et ça, c'est un trait méthodologique qu'on remarque dès le titre de l'ouvrage, hein, La défaite de l'Occident. Bon, la défaite, d'accord, oui, on voit, et encore, hein, là aussi, il faudrait peut-être un peu définir. Bon, mais surtout l'Occident. Comment est-ce qu'Emmanuel Todd définit l'Occident? En fait, il ne le définit pas. Et ça, je suis d'ailleurs pas le seul à le constater, étant donné que ce flou conceptuel s'est aussitôt transformé en terrain des plus fertiles pour n'importe quelle polémique, n'importe quelle contre-argumentation paradoxale, à commencer par celle d'un certain Soriani, si je me souviens bien, ou Soriano, à vérifier, donc qui dans, si je me souviens bien, les colonnes de Marianne, a aussitôt répondu par un éditorial dont le titre était La victoire de l'Occident. Alors je ne prétends d'ailleurs pas que l'éditorialiste de Marianne définirait ce concept d'Occident d'une manière beaucoup plus rigoureuse ou exacte de mon point de vue qu'Emmanuel Todd lui-même. Hein, il n'y a pas de raison pour que le retour d'un boomerang soit plus intelligent que l'aller du boomerang. Je me contente de remarquer que ce paradoxe qu'exploite l'éditorialiste de Marianne est en réalité déjà contenu en creux dans le texte de Todd lui-même. En effet, c'est quoi cette défaite de l'Occident selon Todd? Eh bien, c'est la défaite de ce que moi j'appelle l'Occident historique, ce qui je pense, parce que moi j'ai introduit cette distinction entre Occident historique et Occident pigmenté, je mettrai en lien le texte dans lequel j'ai créé cette distinction il y a maintenant un peu plus d'un an. Et donc en se servant maintenant de ma terminologie à moi, Todd nous dit que l'Occident historique est en train de perdre une sorte de guerre mondiale hybride, principalement parce qu'il est entré dans une ère post-nationale ou post-État national, c'est-à-dire qu'en fait ce modèle culturel de l'État-nation dans l'Occident historique, hein, donc typiquement l'Europe de l'Ouest, ne fonctionne plus. D'accord, bon, on a compris, c'est ça qui va faire de l'Occident historique le perdant de cette guerre. Enfin, pour qu'il y ait un perdant, il faut qu'il y ait un vainqueur. Alors le vainqueur, c'est qui? Ben, c'est the rest, hein, dans l'expression the West and the rest, c'est-à-dire que c'est ce que moi j'appelle l'Occident pigmenté. Et pourquoi est-ce que l'Occident pigmenté, hein, donc, ou bien appelons ça les BRICS, bon, bref, pourquoi est-ce que ça, en revanche, c'est tellement victorieux? Pourquoi est-ce que ça marche tellement bien contre l'Occident historique? Eh bien, ce qui explique, nous dit Todd, le dynamisme de l'Occident pigmenté, c'est que là-bas, en revanche, le modèle de l'État-nation fonctionne. Modèle qu'il confond d'ailleurs avec un autre modèle qui est celui de la souveraineté. Ça, en réalité, c'est un concept d'ancien régime. Mais bon, j'y consacrerai un podcast de la série séparément, parce que là, ça nous emmènerait trop loin. Ici, l'essentiel, c'est de comprendre ce raisonnement de Todd qui nous dit, bon, bah, l'Occident historique perd parce que
il ne croit plus à l'État-nation, et puis l'Occident pigmenté gagne parce que lui, maintenant, il y croit. Et sur ces entrefaites arrive l'éditorialiste de Marianne qui lui fait remarquer que, ah oui, mais attendez, l'État-nation, en fait, c'est une idée occidentale. Donc, c'est bien un modèle occidental qui triomphe mondialement, même si, concrètement, ça a pour conséquence la relégation, appelons ça géostratégique, économique et politique, bon, d'une partie du monde qui se trouve être le berceau de cette culture. Donc, une formulation plus exacte, plus synthétique de ce constat de Todd tel qu'elle émerge de la dialectique créée par la réponse paradoxale de l'éditorialiste de Marianne, eh bien, c'est de dire que l'Occident comme réalité géographique a avant tout de géographie humaine, c'est-à-dire bon, c'est avant tout ce que les généticiens par exemple appellent un stock, hein, c'est-à-dire c'est une population au sens démographique génétique, hein, c'est en gros c'est l'homme europoïde. Bon, et bien que cet Occident au sens de la géographie humaine est en train de passer sous les roues du camion d'un nouvel ordre mondial qui n'est autre que l'Occident, qu'une conséquence de l'occidentalisation de la planète, c'est-à-dire de l'Occident comme modèle culturel. Ce qui fait que sans faire mienne, hein, sans m'identifier à cette antithèse, hein, cette critique de l'éditorialiste de Marianne, pour ma part, j'en retiens tout de même comme valable cette idée, hein, à savoir que pour être en tant soit peu conséquent, Todd n'aurait pas dû intituler son bouquin La défaite de l'Occident, parce que du coup on ne sait pas, est-ce que c'est l'Occident comme hardware ou l'Occident comme software. Et comme il s'agit de toute évidence de la défaite de l'Occident comme hardware, bon, il aurait été plus honnête d'intituler l'ouvrage La défaite des Blancs. Alors, Todd ne l'a pas fait pour diverses raisons. Je pense que la plus importante, c'est que justement, lui ne conçoit pas ça comme ça. Et justement, il faudra se demander comment lui conçoit tout ça. Et puis une raison déjà un peu accessoire et d'une moins grande noblesse intellectuelle, c'est que ce succès de librairie s'insère dans la série déjà longue, hein, des best-sellers surfant, hein, sur la vague créée par le tam-tam médiatique, hein, autour de ce conflit local, régional, hein, de l'Ukraine orientale, que depuis 2 ans, une grande partie des médias du monde présentent à leur pigeon comme une guerre mondiale. Or, il se trouve que ce conflit, hein, donc dans sa dimension strictement militaire, est une guerre, oui, une guerre locale, hein, un conflit armé local opposant des blancs à des blancs. Donc effectivement, d'un point de vue strictement ethnique, ce serait assez curieux de dire que la Russie est en train de triompher du monde blanc. Et pourtant, finalement, dans la logique de Todd, ce serait assez cohérent, étant donné que, comme on le verra dans cette série de podcasts, Todd n'envisage dans son livre absolument pas la Russie comme une sorte d'entité totalement particulière, pratiquement extraterrestre, enfin une sorte de tout autre, hein, par rapport au reste du monde. En fait, il analyse, et je pense que là, pour le coup, c'est très largement correct, le rôle de la Russie sur l'échiquier international actuel comme celui du bras armé de ce que moi j'appelle l'Occident pigmenté, de ce que d'autres appellent le Sud global, parce qu'effectivement, depuis février 2022, bon, bah, c'est comme ça que, d'une manière d'ailleurs un peu surprenante, s'est organisé l'échiquier international, c'est-à-dire que vous avez d'un côté 90%, hein, du monde blanc, regroupé historiquement dans ce que moi j'appelle l'Occident historique, hein, et militairement une grande partie dans une alliance formelle, hein, qui s'appelle l'OTAN.
et qui fait face à un autre bloc, lui aussi finalement homogène dans l'hétérogénéité, c'est-à-dire un bloc à 90%, plus de 90% pigmenté, hein, ce qu'on appelle parfois le Sud global, donc avec l'Inde, la Chine, l'Indonésie. Bon. Et simplement, il se trouve que, d'une façon un peu paradoxale, mais peut-être aussi prévisible en réalité, la seule partie de ce bloc qui soit officiellement belligérante dans cet affrontement, en partie, en réalité en très petite partie, mais en partie militaire, eh ben, il se trouve que les 5%, vous voyez, la toute petite partie, hein, à savoir la Fédération de Russie, de ce bloc international, de la nouvelle guerre froide, entre guillemets, qui se trouve être constitué par une nation blanche. Bon, maintenant, c'est en réalité évidemment simplement l'exception qui confirme la règle, et quiconque a lu l'ouvrage de Todd aura bien compris que s'il parle de défaite de l'Occident, ce qu'on lit en creux dans cette défaite de l'Occident, c'est une victoire qui n'est pas simplement la victoire de la Fédération de Russie et de Vladimir Poutine. C'est la victoire du Sud global, c'est la victoire de l'Occident pigmenté. Il aurait donc été par conséquent, je pense, justifié à 95%, on va dire ça comme ça, d'intituler cet ouvrage La défaite des Blancs. Or, cette défaite des Blancs, le boomer Emmanuel Todd ne se contente pas de la constater comme ça avec de petits soupirs hypocrites dans la voix. Bon, une fois qu'on comprend son modèle idéologique, qui est le modèle de toute la gauche, et donc finalement du mainstream, ce que j'appelle le mainstream idéologique occidental. Hein. Les Occidentaux, les penseurs occidentaux qui ont l'impression d'être de droite sont essentiellement, sont toujours des retardataires. Hein, si vous voulez, c'est toujours un peu les cancres de la classe, les gens qui ont raté une ou deux leçons. Hein. Quand on est dans la pensée occidentale et qu'on a un minimum de talent et de goût du travail, bon, ben, tôt ou tard, pour ne pas entrer en contradiction avec soi-même, on va devoir s'avouer qu'on est de gauche. Or, cette gauche, depuis, pour le dire vite, l'extinction et la décrédibilisation du stalinisme, du modèle soviétique tel qu'il avait été déterminé par l'épisode stalinien, eh bien, c'est une gauche tiers-mondiste. Hein. Donc, et Emmanuel Todd, qui s'en rende compte ou pas, ça n'a pas grande importance, mais ne se contente pas de constater cette défaite des Blancs, il l'applaudit. Il l'applaudit parce qu'il l'a toujours ardemment souhaité. Et ça aussi, c'est un trait de culture occidentale, hein, qui lui vient et qui nous vient du christianisme et plus exactement de l'interprétation catholique, hein, du christianisme au moment des croisades, au moment de la scolastique. Bon, là aussi, je mettrai un lien vers un texte, je pense, relativement important que j'ai commis à ce propos, hein, donc sur ce thème du départ pour Jérusalem, hein, la vraie vie est ailleurs. Et comme j'avais mentionné un peu plus haut le nom de Laurent Alexandre, ben, vous voyez, le transhumanisme, bon, ce que Oswald Spengler appelait la culture magique, hein, donc si vous voulez, la culture du premier millénaire après Jésus-Christ, du christianisme, du premier christianisme, hein, celui que conservent aujourd'hui les chrétiens d'Orient, et de l'islam. Bon, cette culture-là n'a pas produit d'école transhumaniste. Bon, la culture antique, hein, la culture du premier millénaire avant Jésus-Christ n'a pas non plus créé, n'a pas débouché, hein, sur une pensée transhumaniste. Bon. La culture mésoaméricaine, bon, et on pourrait continuer comme ça longtemps. Hein. Il y a une seule des cultures, avec un grand C au sens spenglerien, attestée dans l'histoire de l'humanité, qui est débouchée sur une pensée transhumaniste. C'est la culture occidentale. Ça n'est évidemment pas un hasard, la culture occidentale, dès son tout début. Hein, c'est-à-dire que c'est inscrit dans entre guillemets, métaphoriquement, son code génétique, c'est-à-dire en fait dans le concept de l'Occident, est inscrit, hein, cette hostilité en réalité vis-à-vis de l'existence humaine telle que la déterminent les conditions de vie et de survie de l'espèce sapiens sapiens sur la planète Terre.
Il y a donc un nihilisme spécifiquement occidental, hein. C'est assez drôle d'ailleurs parce que Emmanuel Todd se gargarise, hein, dans ce livre de nihilisme. Et là, pour le coup, une fois n'est pas coutume, il perd même un temps précieux en tentative de définition, donc il débouche sur pas grand-chose. Alors que justement, ce nihilisme que lui-même incarne, hein, et dont la toute dernière expression, hein, dans l'histoire des idées occidentales, est le tiers-mondisme, dont il est un champion intellectuel incontesté, ce nihilisme-là que lui incarne, il ne le comprend pas. Hein, ce qui est d'ailleurs parfaitement logique. Hein. Pour comprendre l'Occident, il faut être post-occidental. Hein. Donc, ce qui n'est pas forcément une question de génération. Je ne suis pas beaucoup plus jeune que je suis plus jeune d'une génération, bon, qu'Emmanuel Todd, mais on vit dans le même siècle. Bon, des circonstances biographiques dont je ne tire aucun mérite, d'ailleurs, on fait que moi j'ai l'impression d'avoir à un moment, ce moment c'est mon dernier livre imprimé, si vous voulez, publié en librairie chez Culture et Racines, intitulé Que vide. Bon, à ce moment, j'ai l'impression, moi, d'avoir réussi à passer, si vous, c'est l'image que j'utilise d'ordinaire, à passer ma tête en dehors de l'Occident. Bon, ça, c'est quelque chose que Todd n'a pas réussi, ne réussira probablement jamais à faire. Comment dire, c'est une remise en cause dont un universitaire aussi célébré, vous voyez, c'est pas rentable. C'est pas, quand on a autant de succès que lui, vous voyez, à l'âge qu'il a, vous voyez, prendre ce risque, c'est un risque métaphysique, hein, de se retourner, hein, de regarder en arrière et de se dire ah merde, mauvaise route. Bon, ça c'est un risque que pratiquement personne ne prend. Vous voyez, il a tout simplement trop à perdre et pas assez à gagner aussi bêtement pour des raisons d'espérance de vie. Ce nihilisme spécifiquement occidental, hein, celui dont Todd n'arrête pas d'utiliser le mot. Bon, en réalité, le concept de nihilisme, en réalité, ne le comprend pas plus que le concept d'Occident, et comme on le verra dans un autre de ses podcasts, pas plus que le concept d'État-nation. Eh bien, ce nihilisme, donc, que lui-même, Emmanuel Todd, incarne sans avoir la moindre chance de le comprendre, eh bien, ce sera à nous de l'expliquer. Et son texte, avant tout son dernier texte, son best-seller, La défaite de l'Occident, nous fournira une base idéale, hein, les meilleurs prétextes possibles, hein, si vous voulez, l'adversaire le plus rentable, hein, en vue d'expliquer tout ça. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, mais aussi au blog, parce que, bon, là, vous voyez, j'ai réussi alors que je suis en voyage, mais bon, j'ai réussi à monter un trépied, et puis il y avait à peu près assez de lumière, hein, pour obtenir ce splendide contre-jour dont je suis certain que vous l'appréciez au plus haut point. Mais bon, c'est pas toujours le cas, donc il est aussi possible que certains de ces podcasts soient enregistrés à un format uniquement audio et chargés sur mon blog Substack. Donc abonnez-vous aussi au Substack pour suivre donc cette série de l'antitode, hein, pour vous administrer votre dose au moins hebdomadaire. J'essaierai d'en faire au moins par semaine, hein, donc pour que vous puissiez au moins une fois par semaine vous administrer votre dose d'antitode. Et jusqu'à cette prochaine dose, je vous recommande, parce que c'est le conseil que je donne toujours aux post-occidentaux, hein, de circuler, étant donné que jusqu'à cette dose en tout cas, hein, d'antitode, il n'y aura rien à voir.